Donc merci pour cette invitation et donc voilà, je suis ravi de faire cette présentation pour la remise du prix Christian Le Provost. Alors je vais vous parler effectivement des effets de l'élévation du niveau de la mer sur l'érosion côtière et les submersions marines et les options qui sont à notre disposition pour y répondre. Donc alors voilà, pourquoi est-ce que je mets cette image en entrée? Ce n'est pas par provocation parce que nous sommes ici en Bretagne et que ce site est en Normandie. C'est uniquement en fait pour montrer en fait un site qui a l'apparence d'être parfaitement naturel, mais qui en réalité est très bien protégé. Parce que ce que vous voyez en fait, c'est effectivement une petite commune littorale entre deux falaises, donc pas loin de Paluel en fait, hein, en Normandie. Et en réalité, derrière la plage, vous avez une digue. Vous avez également un dispositif ici qui ferme une porte qui se ferme lorsque la marée devient haute, qui empêche en fait l'inondation de la plaine côtière qui est en arrière. Donc un dispositif, en fait, une petite barrière estuarienne. Et le problème, effectivement, c'est que sur ce type de site, qui aujourd'hui est géré de manière suffisante pour qu'il y ait une bonne protection, eh bien en fait, l'élévation du niveau de la mer va tout changer. Donc l'élévation du niveau de la mer, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc Nicolas en a déjà beaucoup parlé. Là, ce que vous voyez en fait à l'écran en bas, ce sont les observations en noir et les projections en couleur d'élévation du niveau de la mer pour le 20e et le 21e siècle. Et ce que vous voyez, c'est que donc le niveau marin a augmenté depuis, en réalité, la fin de la période pré-industrielle, d'une vingtaine de centimètres depuis 1900, pardon. Et puis, elle va continuer à augmenter. Elle va continuer à augmenter parce que les causes de l'élévation du niveau de la mer, elles sont bien connues. C'est l'expansion thermique des océans, qui est une conséquence du réchauffement climatique et donc du réchauffement des mers. Ce sont les fontes des glaciers de montagne qui va se poursuivre. Et la fonte des deux grandes calottes de glace, Groenland, Antarctique, qui est de plus en plus visible depuis les années 2000 et qui va se poursuivre en réalité pendant des siècles. Donc on a un niveau marin qui va s'élever pendant des siècles, qui finalement, contrairement à d'autres effets du changement climatique comme les températures et les précipitations, les températures cesseront d'augmenter lorsqu'on aura stabilisé le réchauffement climatique à 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés. Mais par contre, le niveau de la mer continuera à s'élever pendant des siècles. Et donc, notamment, par exemple, en 2300, vous avez des projections qui, pour des scénarios à faible émission, nous amènent à entre, on va dire, 1 mètre et 2 mètres. Donc, c'est vraiment très faible émission, stabilisation à 1,5 degré, 2 degrés. Et puis, pour des scénarios à forte émission, c'est de 2 mètres à 7 mètres sans pouvoir exclure 15 mètres. Alors, 15 mètres, pourquoi 15 mètres? C'est dans le cas où vous aurez des effondrements précoces de calottes de glace en Antarctique, notamment. Et en fait, cet effondrement des calottes de glace, c'est vraiment une incertitude que nous, on a sur l'élévation du niveau de la mer. On ne sait pas si la calotte de glace pourrait initier une débâcle très rapide dès le XXIe siècle. C'est représenté par cette petite courbe en pointillé, là, que vous voyez, dès le XXIe siècle. Cette courbe, en réalité, c'est un scénario défavorable où les calottes de glace s'effondrent de manière prématurée et le problème, c'est qu'on ne peut pas attacher une probabilité à cet événement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est que pour le futur, le niveau de la mer, on ne peut pas le stabiliser, on peut juste stabiliser son taux, et il sera d'autant plus rapide que le réchauffement climatique sera intense, voilà, et on ne peut pas exclure cet effondrement précoce. Alors évidemment, cette élévation du niveau marin, elle nous pose problème parce que près de la côte, on a de très nombreux enjeux qui sont situés près de la côte. Et donc notamment un site culturel emblématique qui est Venise, hein, par exemple, et puis des infrastructures critiques qui ont de très longues durées de vie, comme par exemple cette centrale nucléaire à Anvers. Alors là, j'ai parlé de projections de niveau marin et d'observations qui sont des moyennes globales, mais effectivement, si vous regardez localement, vous pouvez avoir des déviations. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans la plupart des zones habitées, en fait, l'élévation du niveau marin que l'on observera, elle sera à plus ou moins 20% de la moyenne globale. Voilà. On peut accéder à des informations sur quelle sera l'élévation du niveau de la mer projetée pour différents scénarios à peu près n'importe où dans le monde, en consultant ce site qui est un site de la NASA qui présente les projections du niveau marin du 6e rapport du GIEC, mais dans lequel, en fait, il y a quand même une composante qui n'est pas représentée, ce sont les mouvements verticaux du sol. Est-ce que le sol s'enfonce ou se surélève, comme en parlait tout à l'heure Nicolas, et qui, eux, par contre, en fait, ne sont pas représentés de manière complète dans cette représentation. Ils sont représentés de manière partielle. Et là, on a un nouveau, produit, en fait, qui vient de l'observation satellitaire, qui est extrêmement intéressant, qui est un petit peu la concrétisation de 35 années d'études sur l'interférométrie radar satellitaire. C'est des satellites radars qui tournent autour de la Terre, qui envoient un signal vers le sol,
qui est réfléchi. Et en fait, on mesure des petits mouvements du sol avec cette technologie en étudiant la phase du signal pour les spécialistes. Et on peut mesurer des mouvements qui sont de l'ordre du millimètre par an, voire un peu en dessous. Donc si vous regardez, en fait, ceci c'est en train de devenir un service du service européen Copernicus sur les terres. Et ce que vous voyez, par exemple, ici, bah, c'est en Europe, on n'est pas dans le cas de l'Asie du Sud-Est où il y a des taux extrêmement rapides de subsidence dans des grandes villes parce qu'il y a des pompages très importants d'eau. Mais quand même, dans la plaine du Pô, bah, vous avez des endroits où la terre s'enfonce d'à peu près 1 cm par an. Et puis au contraire, en Scandinavie, vous avez le sol qui s'élève, c'est la réponse de la croûte terrestre à la déglaciation, à la dernière déglaciation, donc le dernier maximum glaciaire était il y a 21 000 ans. Voilà. Et localement, si vous faites des zooms, eh ben, vous allez trouver plein de petits endroits où finalement on a des processus géologiques qui aggravent l'élévation du niveau de la mer d'origine climatique. Pas partout, mais c'est le cas par exemple à Palavas-les-Flots, à Arcachon, et puis dans certaines autres zones. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on connaît l'élévation du niveau de la mer et on se pose la question, quels sont les impacts? Alors, le premier impact qui est mis en fait comme une urgence par le rapport du GIEC, ce sont les submersions à marée haute, des phénomènes qu'on n'observait pas avant, qui sont tout simplement le fait qu'au fur et à mesure que le niveau de la mer s'élève, eh bien, au bout d'un moment, pendant les plus grandes marées, vous allez avoir des submersions. Alors ici, ce n'est pas tout à fait une submersion à marée haute, puisque en réalité, il y avait également des vagues. C'est en Guyane, c'est la commune d'Awala Yalimabo, donc complètement à l'ouest de la Guyane, et vous voyez en fait un phénomène qui n'est pas une catastrophe au sens comme Xynthia, mais tout de même une nuisance avec de l'eau salée qui envahit une route, qui endommage des maisons, etc. Et ce type d'événement, alors ce site, finalement, lors des dernières grandes marées, donc il y a à peu près 3 semaines, eh bien, sans même qu'il y ait eu besoin de vagues, il y a eu des inondations. Donc c'est des choses qui sont en train de se produire, dont on envisage en fait qu'ils vont on les a observés très tôt aux États-Unis parce que justement aux États-Unis il y a des secteurs où le sol s'enfonce, notamment dans l'Est. Mais en fait ça va intervenir un peu partout et notamment dans certains départements d'outre-mer où qu'on surveille attentivement. Alors, le deuxième phénomène qui nous inquiète, ce sont les submersions, cette fois lors de tempêtes ou de cyclones. Alors qu'est-ce qui se passe lors de tempêtes? Vous avez une baisse de la pression atmosphérique donc, qui surélève le plan d'eau. Vous avez l'effet des vents qui peut pousser les masses d'eau vers la côte, et l'effet des vagues. Alors on a à la fois le va-et-vient des vagues, mais aussi le fait qu'une fois que les vagues ont déferlé, très près de la côte, ou dans une baie par exemple, eh bien vous avez une surélévation du niveau marin qu'il faut prendre en compte, qui n'est pas forcément complètement capturée par des marégraphes, mais qui nécessite du coup d'être pris en compte, par exemple, sur les plages. Et typiquement, voilà, une tempête à Palavas-les-Flots, là c'est la représentation d'une tempête qu'il y a eu en 1983. En 1983, vous avez eu cette tempête qui a affecté la première rangée de bâtiments. Mais si vous rajoutez 35 cm d'élévation du niveau de la mer par rapport à cette rangée de bâtiments, donc ça nous mène dans les années 2060, 2070, 2080, dans des cas très favorables, eh bien, en fait, vous inondez complètement le Lido. Et puis, à 1 mètre, évidemment, là, on peut se poser des questions. Si un tel événement survient au moment où on a 1 mètre d'élévation au niveau de la mer, est-ce que le Lido de Palavas est habitable? C'est une question. Donc, en première approximation, en fait, l'élévation du niveau de la mer, elle se surpose au niveau marin extrême lors de tempêtes ou de cyclones. Donc, notamment en métropole, où on n'a pas d'évidence que les tempêtes seront plus nombreuses, par exemple, en fait, la simple superposition de l'élévation du niveau de la mer avec un régime de tempête qui ne changera pas forcément, a pour conséquence qu'on aura des submersions marines plus fréquentes ou plus intenses, sauf s'il y a des protections ou de l'adaptation. Alors, le dernier impact dont on parle beaucoup, c'est l'érosion et le recul du trait de côte. Alors pour l'érosion, effectivement, une difficulté, c'est que l'érosion, elle résulte de la superposition de phénomènes qui interviennent à des échelles de temps extrêmement différentes. Des événements extrêmes, comme ici par exemple en haut à droite, après Xynthia à la Tranche-sur-Mer, voilà, le trait de côte sableux qui recule d'un seul coup d'une quinzaine de mètres et qui affecte en fait des bâtiments dont certains n'étaient même pas achevés en réalité. Une variabilité saisonnière qui peut être extrêmement importante. Là, vous le voyez en bas, en Gironde, le même site, Montalivet, après un hiver assez tempétueux, en fait, avec 6 tempêtes notamment, pas exceptionnelles, mais la succession était exceptionnelle. Vous voyez en fait que la plage a perdu tout son sable, le sable est dans la plage sous-marine en fait, et vous voyez que les enrochements, les épis là, on voit pratiquement leur base.
Et puis, un an après un hiver qui cette fois-ci était exceptionnel, mais parce qu'il y avait très peu de tempêtes, eh bien, en fait, ces mêmes épis, on ne les voit plus parce qu'ils sont sous le sable. Alors, quand on a des tels mouvements de sédiments, il est évidemment extrêmement difficile de faire des tendances pluriannuelles. Et en fait, ce que suggère la littérature scientifique actuellement, c'est que, à part sur certains sites qui sont probablement des sites assez isolés sur le plan morphosédimentaire, il est un peu tôt pour attribuer l'érosion à l'élévation du niveau de la mer. Mais tout de même, par exemple, ici, vous voyez à droite des îlots dans le lagon de Nouvelle-Calédonie. Ces îlots, on observe que la plupart, en fait, sont en érosion actuellement. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Et quelle est la cause? L'élévation du niveau de la mer est un candidat. Alors, on a donc une élévation du niveau de la mer qui va se poursuivre pendant des siècles. Et puis, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles seront les conséquences. Et un premier constat, c'est qu'en réalité, la côte est attractive. En France, vous savez que voilà, les communes littorales sont 2,5 fois plus peuplées et urbanisées que les communes à l'intérieur des terres. Et évidemment, si vous n'avez pas d'enjeu, si vous n'avez pas de personnes, de bâtiments sur l'attrait de côte et qu'il y a une tempête, ça a peu de conséquences. Donc la première mesure d'adaptation qu'on peut imaginer, c'est de limiter le développement des secteurs à risque. C'est exactement ce que font les plans de prévention des risques littoraux en France. Et quel est l'intérêt de faire ça? En fait, c'est que si vous regardez, par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, ça c'est une figure du GIEC, en fait, aujourd'hui, en gris, vous avez un certain nombre de personnes qui sont exposées aux risques côtiers, aux tempêtes, disons, centenales. En Europe, on estime qu'il y a 670 000 personnes. En Asie, c'est 63 millions de personnes. Et puis, dans les 20 prochaines années, vous aurez à peu près 380 000 personnes en plus en Europe qui seront exposées à ces submersions marines. La plupart, c'est parce que en fait, l'élévation du niveau de la mer fait que les zones qui seront affectées seront un peu plus étendues. Mais il y en a une petite partie, là, en orange pâle, et c'est parce qu'il y a des gens qui vont s'installer dans des zones à risque. Alors ceci, sauf s'il y a une réglementation qui évite ce genre de choses. Ça, c'est l'Europe. Donc vous voyez que les problèmes sont peut-être à peu près contraints. Mais si vous allez en Afrique et en Asie, vous voyez en fait que pratiquement la moitié de l'augmentation de l'exposition aux risques côtiers dans les 20 prochaines années, c'est lié à des installations, des nouvelles installations de personnes, de bâtiments dans les zones à risque. Donc là, typiquement, en Afrique, en Asie, vous avez un intérêt qui est extrêmement fort d'agir en limitant le développement dans les secteurs exposés aux submersions marines. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, il y a aussi des endroits où on a déjà développé. Et que peut-on faire pour ces endroits? Il y a plusieurs options. Alors, c'est très caricatural, mais c'est comme ça que c'est présenté depuis 30 ans. Hein. On peut ne rien faire, attendre que le bâtiment soit inondé. Il y a des exemples, aux États-Unis par exemple. On peut avancer vers la mer. C'est ce que font les Maldives. Les Maldives construisent de nouvelles îles de plus en plus hautes pour faire du développement urbain et en même temps rester protégé face à l'élévation du niveau de la mer. On peut se protéger derrière des digues, organiser le recul, c'est ce qui est notamment au niveau national encouragé dans la stratégie nationale intégrée de gestion du trait de côte, et puis à travers la loi climat-résilience. Il y a une option qui est souvent un petit peu oubliée, qui est de la réduction de la vulnérabilité des bâtiments, éviter de construire des garages dans des zones inondables, des garages souterrains, ou avoir des systèmes électriques suffisamment hauts. En fait, ça, c'est des choses qui sont quand même dans les plans de prévention des risques littoraux, souvent, mais ce qui a l'intérêt de cette solution, c'est qu'elle est très peu coûteuse. Et enfin, les solutions fondées sur la nature, c'est par exemple reconstituer des dunes, laisser les bancs de Posidonie sur les plages en Méditerranée pour limiter l'érosion. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces solutions? La protection, en fait, la première chose, c'est que quand vous construisez ce type d'infrastructure, là vous êtes dans le sud-ouest des Pays-Bas, c'est extrêmement cher. Si on la construisait aujourd'hui, c'est une infrastructure en fait qui ferme l'estuaire à marée haute. Alors en fait là c'est pas à marée haute, c'est vraiment pendant les tempêtes. Et en fait cette infrastructure, c'est un peu l'infrastructure en grand de celle que j'ai montrée en Normandie tout premier. Si on la construisait aujourd'hui, elle coûterait à peu près 5 milliards d'euros en fait. Elle est conçue pour se fermer à peu près une fois par an. En 2050, vous allez devoir la fermer à peu près 5 à 10 fois par an. Cette infrastructure n'est pas conçue pour cela, il faudra donc la refaire. Donc vous avez un calendrier de travaux qu'il faut anticiper. La question de la maintenance, de la mise à niveau, elle est très importante. Et puis surtout, une fois que vous avez ce type d'infrastructure, vous allez encourager le développement, disons, derrière cette infrastructure en fait.
Donc vous pouvez créer un effet verrou qui fait que ultérieurement, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer à entretenir, à maintenir cette infrastructure, quels que soient les coûts, y compris quand le niveau marin aura dépassé 1, 2, 3 mètres. Et puis effectivement, un autre problème de ce type d'infrastructure, alors c'est pas trop le cas dans le cas de cette barrière, là où ils ont fait très attention justement aux questions de biodiversité, parce qu'il y a des enjeux d'aquaculture à l'intérieur de l'estuaire, mais ça peut se traduire par des pertes d'habitat et de biodiversité. Là, vous le voyez à droite, en Guadeloupe, on n'a plus de plage, on n'a plus d'habitat. Alors l'autre option, à l'opposé, c'est reculer. Donc là, reculer, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, voilà, on a un recul du trait de côte. Là, on est à Soulac. Donc, vous avez probablement entendu parler de l'immeuble du Signal, qui est cet immeuble en fait, qui était construit dans les années 70 à 200 mètres au moins de la côte, et puis qui, après les tempêtes de 2013-2014, s'est retrouvé vraiment devant une dune qui était falaisée, et en fait, qui est devenue inconstructible. Alors, on n'est pas tout à fait dans du recul planifié dans ce cas-là, c'est presque du recul subi. Mais effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que c'est un recul qui s'est fait de manière difficile, en fait. D'un point de vue socio-économique, c'est extrêmement difficile d'accepter de reculer. Et puis, il y a toute une question, en fait, du financement de la relocalisation. Quand agir? Quelle est la perception des acteurs? Et puis, en fait, ça coûte très cher également de relocaliser. Donc, on a ces deux options. Une troisième option dont je parlais, réduire la vulnérabilité. Alors là, c'est en Angleterre, en fait, vous voyez, c'est dans un estuaire, donc il n'y a pas de vagues. Évidemment, quand il y a des vagues, c'est plus compliqué. Mais sur ces bâtiments, vous avez des portes étanches, des petits murets là, qui évitent l'inondation. L'avantage de réduire la vulnérabilité des bâtiments, c'est que c'est très peu cher et ça ne ferme pas les options par la suite. C'est-à-dire que par la suite, vous pouvez décider soit de relocaliser, soit de protéger. L'inconvénient, évidemment, c'est que l'efficacité de ce type de mesure, il décroît très fortement avec l'élévation du niveau de la mer. Et enfin, les fameuses solutions fondées sur la nature dont je parlais. Alors, les bénéfices immédiats, c'est des bénéfices immédiats pour la biodiversité. En fait, c'est la seule opportunité, la meilleure opportunité qu'on a par rapport à l'élévation du niveau de la mer. C'est de se dire qu'on a des changements qui sont inévitables. On va devoir faire de la recomposition territoriale. On a aussi des écosystèmes côtiers qui ne sont pas en très bon état. Eh bien, profitons des recompositions territoriales que l'on va faire pour l'élévation du niveau de la mer pour reconstituer des habitats qui soient intéressants du point de vue de la biodiversité. C'est un discours que tenait par exemple Pierre Le Lire de l'Ifremer depuis très longtemps. Alors, le problème des solutions fondées sur la nature, c'est tout d'abord leur efficacité, elle décroît avec le réchauffement climatique. Par exemple, là, on est dans les zones tropicales, on a des coraux, et puis vous savez qu'entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement climatique, on aura des épisodes de blanchissement qui seront de plus en plus importants. À 2 degrés de réchauffement climatique, en 2050, on estime qu'il y a 99% des coraux qui sont affectés par des épisodes de blanchissement à répétition, en fait. Donc là, la solution fondée sur la nature, elle atteint ses limites dures, en fait. Et puis le deuxième problème, c'est la faisabilité. Vous avez besoin d'espace pour réaliser ces zones tampons entre la mer et puis la terre. Donc, les récifs artificiels, effectivement, marchent très bien, mais c'est vrai que l'avantage des coraux, c'est que, en fait, ça produit des sédiments et ça alimente les plages, en fait. Alors, donc, en fait, à long terme, quand vous avez l'élévation du niveau de la mer en fait, on sait qu'on va dépasser 2 mètres d'élévation du niveau de la mer tôt ou tard, sans doute bien après 2100, mais 2 mètres, en fait, c'est le minimum en fait pour 1,5 degré de réchauffement climatique, pour un climat qui se stabiliserait. Alors voilà, Laurent Labéry fera une présentation tout à l'heure, c'est que pendant le dernier interglaciaire, le niveau de la mer était encore plus élevé. Et donc on sait qu'on va vers plusieurs mètres. Donc à long terme, vous avez le choix entre deux options, reculer ou protéger. Voilà. Les zones côtières, elles ont évolué dans le passé avec les activités humaines, le développement économique, les usages des sols. Le changement climatique qui devient de plus en plus visible depuis les années 2000, et peut-être encore plus sur les températures et les précipitations que sur l'élévation du niveau de la mer. Mais à long terme, cette élévation du niveau de la mer va tout changer, il ne nous laisse que deux options, reculer ou protéger. Les autres options, ce sont des solutions intermédiaires, c'est celles qui peuvent, mais qui à court terme méritent d'être examinées. C'est réduire la vulnérabilité, éviter de construire dans les zones déjà inondables. Donc là, il y a vraiment un choix stratégique à faire. Pour chaque zone, il peut être différent. C'est sûr que pour les villes, on va protéger, mais il faut savoir que ça va être extrêmement coûteux. Et là, en fait, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement s'adapter à 3 ou 4 degrés? Eh bien, en fait, pas grand-chose, parce que dans quel que soit... en fait, ce qui compte, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire pour l'adaptation.
3 degrés, pourquoi on parle beaucoup de 3 degrés, alors 4 degrés en France, c'est parce que c'est le scénario, en fait, aujourd'hui, c'est les engagements des États. Les États se sont engagés à limiter le réchauffement climatique au maximum à 2 degrés dans le cadre de l'accord de Paris, mais la somme des intentions nous amène à 3 degrés global, ce qui veut dire 4 degrés. S'adapter à 3 degrés, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans un contexte où on aura finalement fait de l'adaptation uniquement incrémentale, c'est-à-dire on aura par exemple continué à gérer les côtes de la même manière qu'aujourd'hui avec voilà, des coraux qui vont continuer à se dégrader, de la surpêche, etc. Ou est-ce que c'est dans un monde où on aura essayé également voilà, de protéger les aires marines protégées, de protéger les écosystèmes récifaux, et donc par conséquent d'avoir une pêche traditionnelle qui puisse continuer à survivre. Et puis également sur les bassins versants, mise en œuvre des pratiques agroécologiques qui permettent de limiter les apports de nutriments tels que voilà, les nitrates et qui créent des problèmes d'eutrophisation. Donc l'adaptation, en fait, dans les deux cas, il y a de l'adaptation. Mais il y a un cas où l'adaptation, elle nous amène dans un monde qui est pratiquement mieux géré qu'aujourd'hui et probablement plus agréable, et dans l'autre, en fait, un monde dans lequel c'est extrêmement difficile de vivre. Donc je pense que le vrai enjeu, en fait, c'est pas de se dire s'adapter à 2 degrés, à 3 degrés en pensant dimensionnement de digues, mais c'est vraiment de regarder en face les solutions qui sont mises sur la table par les rapports scientifiques, le GIEC, le Haut Conseil pour le climat, l'IPBES pour la biodiversité, et de se dire que tout ce qu'on doit faire pour transformer la société, pour s'adapter au changement climatique, c'est une opportunité pour la santé, pour la justice sociale, pour l'économie et la biodiversité. Alors cette figure qui paraît très naïve, en fait, c'est une figure qui est dans le résumé technique du rapport du GIEC de 2022, le groupe 2 auquel j'ai contribué, et qui en fait fait une synthèse de toutes les solutions face au changement climatique, dont on est sûr qu'elles ont beaucoup de bénéfices pour la vie des gens. Alors, une chose sur laquelle on doit prendre garde par rapport à l'élévation du niveau de la mer, c'est que le temps est compté en fait. Et il est compté notamment en cas d'effondrement précoce des calottes de glace, c'est ce que je disais au début. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est le socle qui est sous les calottes de glace du Groenland et de l'Antarctique. Vous voyez, en fait, que ces deux calottes sont extrêmement différentes. Le Groenland représente 7 mètres d'élévation du niveau de la mer, l'Antarctique à peu près 65 mètres, mais l'Antarctique a beaucoup de zones qui sont situées en dessous du niveau marin. Donc vous avez des calottes marines qui sont en contact direct avec l'océan, et donc c'est le réchauffement de l'océan qui contribue à ce recul des calottes marines. Tôt ou tard, avec le réchauffement climatique, vous aurez de plus en plus de fonte en surface en Antarctique. Cette fonte en surface, elle va contribuer à crevasser, elle va accélérer le crevassement des plateformes qui sont en aval des grandes calottes. Et il est possible, c'est ce qui nous amènerait à, par exemple, si on a 1,70 m en 2100 ou 1,50 m, ce sera ça, que de se forment des falaises qui soient trop hautes pour être stables et qu'il y ait une débâcle assez rapide de ces calottes de glace. Donc, en fait, ce qu'on doit vraiment faire très attention pour l'adaptation, c'est que les mesures d'adaptation que l'on a, on en a certaines qui peuvent être mises rapidement en œuvre, hein, c'est réduire la vulnérabilité des bâtiments, mais lorsqu'on parle de relocalisation ou de protection, ce sont des fois des dizaines d'années entre, disons, la prise de conscience du problème et la mise en œuvre de la solution. On le voit par exemple sur les barrières estuariennes. Et donc, on doit faire attention au fait que si ces phénomènes s'enclenchent dès le XXIe siècle, eh bien, en fait, on devrait déjà être en train de réfléchir à ce qui va se passer en 2060-2050. Donc finalement, pour réussir l'adaptation côtière, on a deux choses à faire. La première, c'est d'atténuer le réchauffement climatique pour stabiliser le réchauffement climatique au niveau les plus bas possible et pour stabiliser la vitesse d'élévation du niveau de la mer, mais pas le niveau de la mer lui-même. Donc, peut-être à 0,5 mm par an. Et pour se donner du temps pour l'adaptation. On a des choix de développement actuels qui peuvent aggraver la charge de l'adaptation pour les générations futures. C'est-à-dire que quand vous construisez des infrastructures critiques à longue durée de vie dans des zones basses difficiles à défendre, eh bien ça veut dire que, par exemple, vous pensez à des EPR dans des zones basses difficiles à défendre, ils seront toujours là en 2100, en 2120, et il y a des sites qui sont plus appropriés que d'autres pour faire ce genre d'infrastructure. Et en fait, je pense que le message principal, c'est de se dire que l'adaptation, il ne faut pas la voir comme une mesure technique, il faut vraiment reprendre le contrôle sur la dimension politique de l'adaptation et essayer de voir en fait, que cette adaptation, elle peut nous amener en fait, vers un futur qui soit désirable et pas uniquement vers une contrainte supplémentaire dans un cadre extrêmement contraint.
C'est ce qui est matérialisé sur cette image du GIEC, là, qui est un peu naïve, mais que j'aime beaucoup. Et de vraiment prendre conscience de l'opportunité pour la santé, pour la justice sociale, pour l'économie et la biodiversité que constituent ces transformations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Valérie, pour ce...